vous regardez Nathan parle, édition estivale. Et oui, en personne, en présentiel, en direct de l'Hôtel de Ville à Ottawa. Je suis ravie d'être là avec vous. C'est tellement une belle expérience de se retrouver en personne, d'avoir des gens à la caméra autour de nous, puis de vraiment faire partie là, de la vie. C'est ça cet été. On fait des choses, moi je dois vous avouer, je viens d'avoir mon expérience COVID personnelle. Ça a été toute une affaire dans ma famille. Je pourrais vous raconter ça un peu. Mais d'être ici ce soir, c'est vraiment, il y a une certaine normalité qui se présente. Puis je suis vraiment heureuse d'être là. Ce soir avec nous, François, vous le connaissez. Écoutez, ça fait 2 ans qu'on ne s'est pas vu. On s'était vu, mais pas sur le plateau de tournage. J'apprécie tellement que tu es là ce soir avec nous. J'aimerais commencer avec comment ça va pour toi d'être ici en personne? Est-ce que c'est dans les nouveautés pour toi ou est-ce que tu as gardé quand même un aspect de présentiel dans ta vie pendant les 2 dernières années? Bien, dans mon cas, j'ai travaillé tout au long de la COVID quand même à partir du bureau. Donc, contrairement à beaucoup de gens qui ont dû travailler de la maison, moi, il y a eu quelques petites périodes. C'est souvent des journées dans mon cas. Mais sinon, mon travail à l'université me demandait d'être en présentiel, pouvoir ouvrir du courrier, pouvoir faire des tâches administratives, des fois répondre aussi aux besoins des gens qui venaient quand même aussi en personne. Donc, pour moi, c'est juste qu'il y avait beaucoup moins de gens sur le campus. Oui, je me demande, est-ce que tu as fait moins de voyages? Parce qu'à un moment donné, tu faisais beaucoup de voyages. Oui. Non, c'était uniquement du travail de bureau, là. OK, donc ça a vraiment changé. Et donc, moins de gens en présentiel. Est-ce que tu as commencé à avoir beaucoup plus de réunions virtuelles, même si toi, tu étais en présentiel? Oui, exactement. Donc, on a fait beaucoup de réunions Zoom, là, Zoom, Teams et tous les autres plateformes. Là, vraiment, ça a fait partie de notre quotidien parce que, entre autres, beaucoup de nos professeurs étaient à partir de leur domicile. Donc, ça fait une petite différence de ce côté-là. Sinon, nous, encore là, il y avait des fois la moitié de l'équipe qui était à la maison, l'autre moitié qui était au bureau. Donc, on faisait souvent nos réunions en virtuel. Donc, j'étais bien content. Là, on est revenu à 100% en présentiel. Vous êtes Oui, depuis maintenant, je pense, le mois de mai environ, quelque chose comme ça. Puis vraiment, ça fait du bien. C'est un bonheur de retrouver les gens, de pouvoir leur parler. Ça fait du bien d'être en personne. Nous, on adopte vraiment beaucoup le mode hybride, vraiment avoir les options, l'affectivité. Mais je t'avoue que ça fait du bien de faire des choses en personne. Pour toi, est-ce qu'il y a des choses pendant la pandémie qui ont changé? Est-ce que tu as fait, par exemple, plus de lectures, manger différentes bouffes? Ça a été quoi pour toi, cette expérience-là? Dans mon cas, ça a été quand même assez ennuyant dans le sens, je m'ennuyais des gens parce que moi, je suis quelqu'un qui, sans être en obligation d'aller vers les gens faire des activités sociales, j'aime rencontrer des gens une fois par semaine, aller prendre un verre, un café, quelque chose comme ça. Et là, toute une différence. Là, on était obligés pendant plusieurs mois, là, donc mars 2020 là, jusqu'à au mois de juillet, là, c'était entièrement coupé. Complètement coupé. Donc ça a été difficile pour moi. Et même, j'avais rapatrié le chat que j'avais laissé chez mes parents pendant des années. Je l'ai rapatrié pour avoir une certaine présence. La compagnie. Oui. Mais tu n'avais pas le droit d'avoir un genre de... comment on appelait ça, là? Où est-ce qu'on a une bulle? Exact. Bien, c'est ça. Donc, comme j'habite seul, j'avais le droit de me joindre à une autre bulle. Mais encore là, il y avait des règles tellement strictes au début, surtout... Je veux dire, durant la première vague de pandémie, que bon, j'ai vu un couple d'amis, c'est tout. OK. Donc, ça a été difficile. Ça a été difficile pour le moral. Puis, en ajout aussi, ben moi, depuis que j'ai frappé 40 ans, donc en plein milieu de pandémie, j'ai frappé 40 ans et là, j'ai été sur la table d'opération. J'ai eu beaucoup de complications de santé là, durant la pandémie aussi. Là, donc. Ça doit être difficile parce que là, les gens ne peuvent pas venir te voir. Exactement. Tout ça. Ah oui, aucune visite à l'hôpital. Puis tu te fais livrer quelque chose puis tu espères que c'est correct.
Puis est-ce que ça va mieux? Est-ce que tu vas mieux, ta santé? Oui, on apprend à vivre différemment, je vais dire ça comme ça, oui. Ah, parfait. Mais c'est correct, là, c'est quand même pas un cancer. Il y a des gens qui ont vécu bien pire que moi, là. Je ne veux pas m'apitoyer sur mon sort, mais c'est difficile. C'est difficile quand même, là. Puis effectivement, pas pouvoir être proche de ma famille, pas pouvoir voir mes parents pendant de longues périodes, là, 8 mois, 10 mois, là. J'ai pu les voir depuis, là, mais quand même. C'est pas la même chose. Non. Pendant la pandémie, tu as quand même pris le temps de tourner un show. Tu as quand même tourné. C'est vrai, ça. C'est quand même, là. Oui. Donc, oui, Bouffe sur la route. On a fait ça pendant la pandémie. Vraiment une super belle expérience. Sur les ondes de TV Rogers et aussi sur YouTube. Donc, les gens peuvent aller te trouver. On peut chercher Bouffe sur la route, TV Rogers. Vous allez trouver, je pense, c'est 13 épisodes qu'on a tournés l'été passé. Donc, avec toute l'équipe de TV Rogers Ottawa. Donc, ça a été super. Parlons de ton processus un peu, là. Oui. Parce que tu avais fait des chroniques cuisine, etc. à l'émission. On t'en parle. On avait toujours beaucoup de plaisir. Dans ce temps-là, tu avais vraiment un penchant végé. Oui, ça, c'était un peu la thématique que j'avais avec toi. Oui. La chose aussi, comme j'ai beaucoup voyagé, là, l'idée, c'était de, on va dire, mélanger deux de mes passions, c'est-à-dire le voyage et la nourriture. C'est avec ça qu'on a créé Bouffe sur la route. Donc, oui, concevoir 13 épisodes, trouver des invités, trouver des recettes, trouver des lignes directrices d'entrevue aussi. Oui. Maintenant, là, je sais exactement dans quoi tu te baignes chaque semaine lorsque tu prépares ton émission. C'est très agréable, c'est hyper gratifiant, mais ça brûle aussi. Oui, ça demande... Pas juste sur la poêle, mais... Oui, pas sur la poêle. Est-ce qu'il y a une recette en particulier qui a été ta préférée ou un thème de l'émission Moi, c'est beaucoup... Dans les 13 recettes que j'ai faites l'année passée, la plus drôle probablement était la pizza avec Justin. Pas que c'était une recette complexe, mais bon, j'ai fait brûler la pizza directement sur le feu. C'est tellement drôle, c'était hyper agréable. J'ai adoré ça, mais en même temps, on s'est bien amusé. Après, on défait la pizza, on fait goûter à l'équipe. Finalement, elle était bonne, même si c'était un peu brûlé. Mais c'est parce que c'est pas quand même dans tes affaires, tu sais, quand tu fais ça sur place, tu faisais ça dehors aussi. Oui, je faisais ça avec mon équipement de camping. C'est ça. Donc, mon poêlon en fonte, mon petit réchaud de camping, ma glacière, tout ça. L'équipement qui est là, c'est mon équipement qui est dans mon van. Quand je fais du camping. J'aimerais ça, justement. On va se quitter bientôt pour une courte pause. Puis au retour de la pause, j'aimerais qu'on parle justement de ce que tu as créé en voyage, ton camping mobile avec ta van. Tu parler un peu de comment tu t'es pris, comment tu t'es organisé. Puis vraiment l'aspect bouffe aussi, là, parce que je pense que c'est super intéressant. Écoutez, c'est vraiment... Il y a beaucoup de soleil dans nos yeux en ce moment. Mais c'est correct parce que c'est l'été. L'été, il faut qu'il y ait du soleil. Et on est vraiment on est dans le moment de notre été ici. J'entends de la musique. Tu sais, on est sur place à Ottawa. Je vous dirais que juste être ici, j'espère que vous avez la chance d'aller sur une terrasse, de vous promener, de sortir. Et même si c'est un mercredi soir, venez passer, venez nous voir à l'émission, ça nous ferait plaisir. Écoutez, on va se quitter pour une courte pause. Et au retour de la pause, on parle avec François justement de tout son setup, là, de vraiment d'avoir un camping mobile, bouffe et tout dans sa van. Donc restez là et on vous revient tout de suite après ces messages. Cette semaine à l'émission, on fait des salades modernes. On commence avec une salade de melon saveur asiatique, on fait une salade de pêche avec du balsamique et on finit ça avec une salade de choux et le miso. Passion cuisine, lundi 13h30 sur TV Rogers. Il est question de partage et d'entraide, d'action et d'appartenance. De profiter pleinement de la vie et de rire aux éclats. Nous sommes l'Arche Canada. Nous admirons et partageons tout ce que les gens ont à offrir. Découvrez qui nous sommes dès aujourd'hui. On peut souffrir, être blessé, être écorché, ralenti, désemparé, même paralysé.
Mais rien ne peut nous abattre, car nous sommes bâtis sur des fondations solides, inébranlables comme notre mission. Combattons. Combattons ensemble. Ensuite, je vais mettre les arbres qui est un jaune brun. Le peintre des 4 saisons, mercredi 20h30 sur TV Rogers. Vous regardez Nathan parle en direct de l'Hôtel de Ville à Ottawa. Oui, en présentiel, tellement contente d'être là. Édition estivale. François nous a partagé donc son expérience. On commençait à parler de son expérience de camping mobile, de camping en van. Comment le van life, genre de van life, c'est la grosse mode. Hein? Les gens font ça partout. Parle-moi un peu d'où t'es venue l'idée, puis comment tu t'es organisé? Ben, je pense, avant tout, les comptes Instagram qu'on voit sur la Van Life, mes amis de Van Life Saga, du côté de Gatineau, que j'adore, tout ça. Bien avant ça, il y a probablement, je dirais une dizaine d'années, j'avais ce rêve-là de transformer un Econoline, pour ne pas le nommer, ou un petit van comme ça, en un véhicule pour me promener à travers le Canada, les États-Unis. Ça, c'est un rêve depuis toujours. À un point, ça a été un schoolie, donc un ancien autobus scolaire converti. Oui. Ça, c'est beaucoup plus gros, ça consomme beaucoup plus de diesel, tout ça. Donc, je suis revenu à la petite... Pas évident pour stationner. Oh, mais non, ça, c'est ça aussi. Quoique j'avais de l'expérience avec le Rolling Barber, mais bon, j'ai décidé de revenir à la petite van. Et durant la pandémie, je commence à faire des sketchs sur un morceau de papier, à l'ordinateur, tout ça. Puis là, bon, j'achète un véhicule, décembre 2020, c'est un mois et bonne. Puis là, j'ai dit, OK, je vais l'isoler, je vais faire le toit, le plancher, les murs, tout ça. Je vais l'isoler pour qu'on puisse faire un intérieur avec ça. Okay. Puis là, après, je regarde, je dis... J'aime pas les modèles, puis mon van que j'ai, c'est le Nissan NV200. C'est microscopique, là. C'est à peine plus gros qu'un Dodge Caravan, mais c'est pas beaucoup plus gros que ça. Donc on n'est pas debout dedans, là. C'est pas comme les pleines hauteurs qu'on voit là, partout sur Instagram. Non, non. Moi, c'est un lit, on dort dedans, puis c'est ça. Mais là, je regarde, je parle avec justement Dominique de Van Life Saga, puis là, je dis « Hey Dom, tu connais-tu quelqu'un qui pourrait me faire un intérieur? Tu sais, t'aurais-tu le temps avec ton père? » Parce que lui en fait aussi des intérieurs de van et tout ça. Mais lui, il est habitué dans les ProMaster, les Mercedes Sprinter, les grosses vannes, on va dire, les plus grosses vannes. Puis là, il me dit « Guillaume, à Montréal, chez le Baroudeur, il connaît ça. » Une grosse plug par ailleurs, mais bon, on va pas trop là, mais quand même. Là, je communique avec eux. On a un modèle comme un Dodge Caravan, on va dire. Oui. On a un modèle d'intérieur pour un Dodge Caravan. Puis là, on se dit, OK, on va aller avec ça. Mais là, j'ai dit, on peut-tu modifier pour que ça utilise le maximum de mes dimensions intérieures? Il dit, oui, pas de problème, on fait ça. Oui. Fait que j'ai réussi, avec leur aide, à concevoir un intérieur pour les NV200. Puis grâce à ça, ils en ont vendu 5 ou 6 autres maintenant. C'est super intéressant. Bravo! Super intéressant parce que pour eux, ça n'a pas juste été comme on dit en anglais, un one-off, mais ça a été... Ils ont réussi à vendre plusieurs. Décris-moi le design un peu. Donc, le design est très simple. C'est que si on regarde en mode lit, on va avoir une plateforme complète où on peut dormir 2 personnes. Et avec des... quand même! Oui, c'est que c'est 120 cm de large. Lui, bien sûr, parlant en millimètres, parce que chaque millimètre est important. Donc, 1200 mm, ça fait donc 4 pieds là, en système impérial, 4 pieds de large. Et ça fait 6 pieds 2 à peu près. Là. Donc, tu dors quand même bien. Moi, je dors je suis pleine grandeur là-dedans, là, moi. J'ai pas besoin de me faire ça en petite boule. Là. Okay. J'ai de l'espace en suffisance. Wow. Et sous ça, là, on a des compartiments pour la nourriture, pour la toilette sèche, pour la batterie aussi. Et à l'arrière, quand j'ouvre les 2 portes arrière, c'est là qu'on a la cuisine, la cuisinette, donc les ronds, qu'on a aussi la glacière et un espace de travail. Donc c'est sûr que c'est plus facile de faire ça sur une table de camping, comme on en a ici là, à l'Hôtel de Ville. Donc on va installer le réchaud là, on va installer la glacière, puis on se met à notre aise.
Par contre, quand on est peut-être un peu pressé, soit par le temps ou qu'on n'a pas l'espace, on n'a pas de table de pique-nique, bien on a la possibilité de travail de pour un faire... petit quelque chose, juste un comptoir. Exactement. Quel genre de choses que tu avais dans ce frigo-là? Quel genre de choses que j'avais dans mon que tu frigo? gardais dans ton frigo, dans ta vanne, comment tu t'organisais, là? Quelques consommations alcoolisées, mais Oui, non, ok, sinon, c'est sûr que le compartiment, c'est l'équivalent, je dirais, peut-être où on peut rentrer, je dirais, l'équivalent de peut-être 3 ou 4 gobelets de 2 litres de crème glacée. Là. Donc, pour donner une idée, là, en termes de grandeur, c'est pas immense. Donc, une fois qu'on a mis quelques bières, on va le dire, qu'on a mis de l'eau aussi, ben là, bien entendu, ben là, ça va être la viande ou les légumes pour la journée, maximum le lendemain. Ce qui est bien, par contre, c'est que j'ai été en suffisance. Donc, moi, j'ai une batterie que j'ai achetée, que je branche, puis avec ça, je peux garder ma glacière au froid pendant 2 jours et demi. Donc, je peux être n'importe où, je peux être arrêté avec un beau soleil comme on a aujourd'hui. Ben, je peux aussi sortir mon panneau solaire puis recharger alors que j'utilise. Combien de temps pour recharger avec le panneau? Avec le panneau solaire, ça peut prendre 24-48 heures, là, donc c'est très long. Si on le branche dans le mur, ben là, ça va prendre environ 6 heures. Donc, c'est pas de la performance. C'est le côté pratique que le soleil est gratuit, donc on peut l'utiliser. Oui. Puis tu t'es rendu où avec ça? Je me suis rendu en septembre passé. Je suis allé jusqu'en Saskatchewan, presque aux portes de l'Alberta. Wow. Puis je me suis promené. J'ai fait 6 ou 7 000 kilomètres, je me souviens plus trop. Je suis passé par la route du Nord, donc nord de l'Ontario. Là, on parle via Timmins, via Long Lac, via Thunder Bay. Après, on est remonté. Là, je dis on, c'est moi-même et mes 2 bras et on roulait. Puis j'ai fait aussi ça. C'est mon premier voyage que j'ai fait en solo. Un voyage comme ça, camping en solo. J'ai arrêté sur les haltes routières. J'ai dormi avec des truckers qui avaient leur camion, puis on jasait, puis on se rencontrait, puis tout ça, puis c'est agréable au maximum. C'était excellent. Est-ce que tu devais tout le temps t'installer dans un site de camping pour dormir ou tu trouvais d'autres endroits? Non, il existe une application qui s'appelle, si ma mémoire est bonne, iOverlander. Et avec ça, ça nous situe des endroits qui est plus ou moins légal de dormir, comme on va dire qu'il va y avoir une tolérance envers les vanlifers. Donc, et qui va être indiqué aussi, est-ce qu'on peut utiliser une tente, un petit camion, un grand camion, un VR pleine grandeur aussi. Donc, j'utilisais cette application-là pour les 2 premières nuits. Donc, les 2 premières nuits jusqu'à Grasslands National Park. Donc, en français, c'est le Parc national des Prairies, je crois, en Saskatchewan, là où il y a les dinosaures et tout ça. C'est super intéressant. Jusque-là, j'avais pris aucun terrain de camping. Et là, après, j'ai été pendant 48 heures à ce parc national-là pour pouvoir me promener, faire des pistes d'hébertisme, aller voir des fossiles de dinosaures, tout ça. Mais ça doit être de l'expérience. Tu fais juste te rendre là, tu es installé, tu n'as pas besoin de... Ah, mais oui! Moi, s'il pleut à boire debout, comme on dit, j'ai aucunement besoin. J'ouvre la porte à l'arrière, je me lance là, puis en 30 secondes, je dors. Il n'y a pas de problème. J'ai pas une tente à dépouiller, j'ai pas une installation qui va prendre 15 minutes. Là. Je me souviendrai toujours d'une soirée qu'on avait fait en famille, en camping. Bon, je devais avoir une dizaine d'années, au Rocher Percé, donc à Percé, dans Gaspésie. L'orage du siècle. Mes parents installaient la tente roulotte l'orage, la pluie abondante. Puis là, on arrive. Mon père a dit, OK, dormez la tête par là parce que la tente roulotte penchait vers le ravin. Le lendemain, quand on s'est levé, on a fait une chance que c'était noir quand on s'est couché. Là. Donc, des histoires de camping, il y en a énormément. Est-ce que tu as vu d'autres vanlifers en chemin avec toi? Pas en chemin, mais dans les terrains de camping, parce que par la suite, j'ai fait quelques terrains de camping, il y en avait de plus en plus. C'est quelque chose qui vraiment, c'est un mouvement qui gagne en popularité. Et malheureusement aussi, c'est un mouvement avec lequel les gens, des fois, ont de la misère à vivre avec ça. Donc, les vanlifers se croient tout permis, laissent leurs déchets partout. Et la règle numéro 1 d'un bon vanlifer, c'est que tu rends le site plus propre qu'il ne l'était à ton arrivée. Donc, tu prends ton sac de vidange et tu te promènes, tu ramasses des choses, même qui ne sont pas à toi, ça ne dérange pas. Tu ramasses que ça soit propre, que les gens aiment recevoir des vanlifers.
Ah, Donc, parce que ça fait partie d'une communauté. Ça fait partie d'une communauté, ça fait partie du savoir-vivre, du savoir Tu as être. vraiment vu des gens qui laissent leurs déchets. Ah oui, c'est affreux. C'est affreux. Les gens, là, comme c'est on est dans une société hyper individualiste. Puis ça, c'est comme malheureusement un des reflets de cette société-là. Puis ça en est triste parce que la van life, c'est tout sauf l'individualité. C'est le bonheur de partager, c'est le bonheur d'ouvrir ta porte et de dire « Hey, il te manque quelque chose, pas de problème, je te donne une demi-livre de beurre pour faire une recette. Il te manque un piment, pas de problème, voilà. Pas besoin d'aller à l'épicerie du coin, je l'ai. Je vais te le prêter, je te le prête, je te le donne, en fait, je te le donne. Quand tu parles de van life, là, moi, j'ai entendu souvent parler pour faire des voyages, des excursions, mais est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui... Est-ce qu'il y a beaucoup de gens, je sais qu'il y en a, mais est-ce que de plus en plus, les gens vivent dans leur van comme ça? Depuis la pandémie, oui. C'est une réalité. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi. Les loyers sont de plus en plus chers. C'est une réalité qu'il y a des gens qui vivent dans leur van, pas nécessairement par choix. Il y en a qui le font par choix. Mais à Ottawa, vivre dans une van à l'année, c'est pas un choix. C'est parce que malheureusement, ils n'ont pas d'autre option. Donc, mais à ma connaissance, à Ottawa, les gens les plus téméraires vont probablement vivre 8 mois par année dans leur van. Jusqu'en novembre. L'hiver, c'est très difficile. Là. À moins, moi, j'ai vécu, quand j'étais au Parc national des Prairies, la nuit, ça descendait à -1, -2 degrés. Et en journée, une coccinelle. -1, -2 degrés en soirée, pendant la nuit. Puis dans le jour, ça montait à 30. Donc, c'est vraiment un environnement désertique. Puis en pleine nuit, à -2 degrés, là, c'était pas agréable. Comment tu fais pour rester, comme, disons, t'as pas voyagé quand il faisait très chaud, mais tu fais quoi pour que l'air circule? C'est quoi la nuit? C'est pour ça on rouvre nos fenêtres, on installe des moustiquaires dans les fenêtres. OK. On a aussi toujours on a toujours un ventilateur de toit aussi. Il y en a qui sont automatisés. Le mien est manuel, donc quand je roule, il y a toujours une circulation d'air. Ou quand il y a un vent de plus, je pense que c'est 10 ou 15 km/h, il y a une petite fan manuelle qui va tourner afin d'avoir un peu de circulation d'air. Parce que sinon, c'est une boîte fermée. Là. Donc, en plein soleil, c'est pas viable. Et à refaire, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais fait différemment? Dans ma van? Dans ta van, en voyage? Dans ma van, je vais probablement changer la fan pour avoir quelque chose de plus efficace, on va dire, donc pour sortir plus d'air. En voyage, on a toujours l'occasion de retourner à une autre destination. Donc pour moi, tous les voyages sont bons. Donc j'ai pas de regrets dans mes voyages, jamais. Tu planifies refaire ce type de voyage? Oui, l'été prochain avec mon petit frère, probablement 2 semaines, 2-3 semaines. Oui, ça va être très agréable. J'ai bien hâte. Ça fait longtemps, ça fait 7 ans que je n'ai pas voyagé avec mon petit frère. Donc, c'est spécial. Est-ce que tu prends des fois ta vanne pour juste aller faire une fin de semaine ici et là de camping? Oui, j'ai fait, jusqu'à présent, j'en ai fait 2 fois cette année. Donc, je suis allé dans le coin de Toronto, Darlington Provincial Park, donc pas trop loin de Port Hope. Et j'ai stationné chez mon frère pour une fin de semaine en famille, puis j'ai dormi dans ma van chez mon frère. Oui. Tu avais le goût... Ah ben oui, puis en même temps, c'est comme ça, c'est moins intrusif aussi dans leur vie. Puis moi, j'ai tout, j'ai mon lit, tout ça. Puis le lendemain matin, j'ai cuit du bacon, des œufs sur mon appareil. Ah oui, c'est tellement agréable. Parlons, OK, on va parler de bouffe en revenant. Parce que je sais que tu as un amour pour la bouffe, une passion pour la bouffe, tu as toujours des tangentes, t'es fourni pas mal, hein? J'aimerais ça, peut-être qu'on peut parler bouffe, j'aimerais savoir un peu qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment? Qu'est-ce qui me passionne en ce moment? Parfait. Côté bouffe. J'espère que vous trouvez ça aussi fascinant que moi. Moi, je suis en train de designer une van dans ma tête. Puis je suis en train d'imaginer ça serait quoi la van life en famille avec 2 petits-enfants. Ça serait quoi, tu sais? Mais ça se fait. Ça se fait très bien. Oui, j'ai une amie qui a utilisé une van en camping avec sa famille de 3 enfants. Puis ils ont adoré, ils ont trippé. C'était une location parce que ça peut être aussi une location. Mais tu me fais penser à des choses, Restez là, écoutez, on va prendre une courte pause. On revient tout de suite après la pause avec François et on parle de son amour pour la bouffe et de ses penchants en ce moment. Je suis très intéressée. Restez là.
À la prochaine émission, je reçois la chanteuse internationale Linda Talley qui va venir nous partager à cœur grand ouvert la séparation amoureuse qui a été un grand tournant dans sa vie. De lumière et d'être, dimanche 20h30 sur TV Rogers. My name is Chase Nicholas. Je m'appelle Chase Nicholas. Je suis Micmac et je joue au hockey. Je me souviens, plus jeune, que ma famille parlait des Micmacs comme les inventeurs du hockey. En première année du secondaire, j'ai fait une recherche sur les bâtons de hockey des Micmacs, qui sont également les premiers bâtons de la LNH. J'en ai trouvé un fabriqué en 1917, l'année de la création de la LNH. J'ai été surpris d'apprendre que le bâton que je tenais avait été fabriqué par mon arrière-arrière-grand-père, Alexander Cope. En 1934, un aîné connu sous le nom de Old Joe Cope a écrit une lettre au Chronicle Herald de Halifax dans laquelle il affirmait que les Micmacs avaient inventé le hockey. Plus tard, j'ai découvert que je suis un descendant en ligne directe de Old Joe Cope. Il fut un temps où les enfants de ce peuple étaient arrachés à leur famille et n'avaient pas le droit de parler leur langue, perdant ainsi leurs mots et leur histoire. Mais à présent, on se réapproprie notre histoire. Lorsque je saute sur la glace, je suis fier de savoir que mes ancêtres et les Micmacs sont à l'origine du hockey. Cette semaine, on rencontre Benoît Laflamme, un conférencier qui vit avec un handicap et qui partage son parcours atypique pour motiver les gens à se propulser au maximum. Suivez-moi, jeudi 20h sur TV Rogers. On parle de van life, de voyage en van life, de tout ce concept-là. On parle bouffe aussi. François, dans sa vanne, il se fait des œufs et du bacon. Mais vraiment. Ah oui, des crêpes T'es aussi. créatif. Des crêpes. Ah oui. Ah oui, Moi, là, il n'y a pas de limite. Il n'y a rien qu'on ne peut pas cuire dans une vanne qu'on peut cuire à la maison. Et je me suis même acheté un mini four portatif qu'on ajoute sur un rond de gaz propane, par exemple, OK. de butane ou autre. Et ça vient faire une chambre pas de combustion, mais une chambre, l'équivalent d'un four. Donc, tu peux faire des gâteaux, des muffins, des scones, des choses comme ça. Donc, j'ai même ce four-là dans ma petite vanne. Mais parle-moi bouffe, Ouais. OK? T'as toujours... Ben, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que ton cheminement... Parle un peu de ton cheminement de bouffe. Tu as fait chef personnel à la maison. Oui, ben c'est ça. Moi, j'ai toujours aimé faire la cuisine. J'ai appris un peu sur le tas, donc j'ai aucune formation culinaire, vraiment aucune. Mais j'ai un intérêt à découvrir de nouvelles saveurs. J'ai toujours été une bonne fourchette, comme on dit. Oui. Peut-être, puis à cause de ça aussi, j'ai joué beaucoup du yo-yo au niveau de mon poids. Donc j'ai pris du poids, j'en ai perdu, puis ça a toujours... Là, maintenant, je pense que je suis rendu à une étape dans ma vie où je peux profiter d'un bon repas, d'une bonne chose, mais pas besoin de m'empiffrer dans des quantités astronomiques. Puis ça fait des merveilles pour maintenir un poids. Donc ça va bien. Oui. Donc, c'est ça. J'ai longtemps habité chez mes amis où j'étais leur chef personnel, on peut dire ça. Parce que moi, j'aimais ça. Comme si on me dit une série de tâches à la maison, moi, faire la cuisine, pour moi, ce n'est pas une corvée, c'est un bonheur. Donc, après toutes ces expériences-là, là, puis j'en ai fait aussi sur ton émission dans les années antérieures. Là, je suis arrivé seul chez moi. Et là, c'est là que j'ai frappé le fond de l'intérêt vers la cuisine. Parce que cuisiner pour une seule personne, s'il y a une chose qui est la plus démoralisante, pour moi, c'est ça. Ça veut dire que tu manges la même chose 4 jours? Ben oui, parce qu'on fait une cuisine, on fait une bonne recette. Là, c'est ça, il y en a pour 4 repas, 5 repas des fois. Donc, moi, ça me dérange pas de manger la même chose 4-5 fois de fil. Ça me dérange pas, mais en même temps, c'est comme ça manque de variété. Oui, absolument. Donc, à cause de cette situation-là, durant la pandémie, je me suis abonné à un des forfaits, livraison de nourriture à domicile, recette déjà presque pré-coupée et pré-conçue, pré-mâchée, presque pré-mâchée. Oui. Et là, tu t'as demandé lequel? C'est Good Food. Moi, j'ai fait Good Food longtemps, j'ai fait HelloFresh aussi. Ouais. Tu as aimé ça? J'ai fait un certain temps, je me suis tannée, mais...
J'ai eu des problèmes, là, je veux pas trop parler de ça, mais j'ai eu des problèmes avec mon abonnement, puis finalement, à un moment donné, j'ai laissé aller. OK. J'ai laissé aller. Ça a été vraiment un modèle, indépendamment de la compagnie. Là, écoute, c'est quand même un modèle intéressant. Parce que les gens, l'épicerie, ça arrive chez toi, puis tu as vraiment ce que tu as besoin pour la recette Exactement. spécifique. Ça, c'est bien parce que comme personne seule, bien souvent, je jetais énormément de légumes que j'avais pas complètement utilisés dans ma semaine et tout ça. Là, j'ai la recette. Ça fait 2 repas, donc c'est parfait. Si j'invite quelqu'un à la maison ou sinon je lis pour 2 repas. Idéal. C'est merveilleux. Et donc, puis je me suis rendu compte de quelque chose, c'est que, en fait, tu n'as pas besoin dans ta vie de Good Food, de HelloFresh ou de Chef Plate et tous les autres. Tu n'as pas besoin de ça. Ce que tu as besoin, c'est d'un bon assaisonnement d'épices. Parce qu'à chaque fois que je fais la recette, encore des fois, je vais chez mes amis, puis des fois, on fait la recette de Good Food ou un autre. Et là, c'est toujours quand j'arrive au sachet d'épices, puis là, je mets ça dans... Et là, c'est là la différence. On cuisine des légumes, on rajoute un petit peu d'épices, ça devient merveilleux. C'est vrai. Et c'est là la différence entre un blanc, un repas blanc, et un repas incroyable, on découvre des saveurs. Je pense aussi le temps. Tu sais, parce que pour moi, ce que j'appréciais aussi beaucoup, c'est les assaisonnements sont tout organisés, mais aussi, tu n'as pas besoin de planifier, penser, coordonner, choisir. C'est ça le service. Oui, c'est ça. J'arrive, on ouvre le frigidaire, c'est là, on sort, on se fait une recette, et voilà. Merci, c'est fait. Mais si tu as le temps, tu as le goût, puis tu veux aller faire ton épicerie, planifier tes choses, c'est tout un autre bonheur. C'est un autre bonheur. Donc, tu te penches vers quel type de recette en ce moment? Et est-ce que plutôt végétalien ou moins maintenant? Là, je veux dire, justement, depuis mon opération, j'ai perdu ma vésicule biliaire. Il faut que je gère beaucoup mes surconsommations de gras. Donc, c'est quelque chose qu'il faut que je stabilise beaucoup plus. Chose que j'ai réussi à faire après 1 an, donc ça va bien. Félicitations. Et là, donc, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? J'aime ça parler aux 3e personnes. Je comprends. Donc, j'aime beaucoup faire des salades, surtout en été. C'est frais, c'est estival. Je vais prendre une salade, je vais rajouter un peu de quinoa dedans. Puis là, je rajoute, par exemple, une protéine. Des fois, ça va être du tofu qui va être grillé. Des fois, ça va être du poulet. Des fois, ça va être des œufs. Je fais un mélange de tout ça. Donc ça, c'est mon go-to, là, comme on dit, pour tout l'été. Ta salade de base de quoi? La salade de base... Légumes ou plus des greens ou vraiment un mélange? Ouais, non, moi, c'est vraiment green, c'est la grosse base. Là. Donc, les grosses boîtes de salade, là, quand que je fais une salade, ça va être le tiers de ça. Là. Puis je vais manger énormément de leafy greens, comme on dit. Là. Des feuilles vertes. Des verdures. La verdure, exactement. Et avec ça, ben, j'ajoute justement, ça va être toujours champignons, de la courgette. Je vais mettre aussi des poivrons. Ça, c'est mes Est-ce que tu as une vinaigrette plutôt crémeuse, huile? C'est quoi ta... C'est huile. Oui, de base, c'est une petite... c'est de l'huile d'olive, vinaigre balsamique, un peu de sel, un peu de jus de citron, un peu de sirop d'érable. On mélange ça. Et voilà. Et c'est toujours, et les gens qui ont écouté mon émission vont le savoir, on mesure jamais. On goûte. C'est comme ça qu'on rectifie. Ça, c'est important. Les gens, quand il y a une recette, les gens suivent ça. Il faut que je cuise 3 minutes de chaque côté puis je tourne. Non, tu le sais quand le poulet est prêt. Tu sais quand le saumon... Ça donne une idée. Ça donne une idée, mais des fois, parce qu'on ne met pas le four ou le rond assez haut ou parce qu'on n'utilise pas le bon poêlon, ben ça va prendre 2 fois plus de temps. Donc, c'est important d'écouter la nourriture qui nous parle dans le poêlon. Ça vient avec la pratique. Tu le fais beaucoup. Oui. C'est pas... Ah oui, c'est sûr. J'aime beaucoup les légumes grillés. Moi, j'adore comme brûler mes légumes, puis après, je mets ça dans une salade. Là. Ça, là. Je dis brûler parce qu'il faut voir des marques. C'est presque caramélisé. Ah non, c'est dépassé, ça. C'est des marques noires. Là. Alors, barbecue, tu dois aimer beaucoup. Oui, mais moi, j'ai toujours eu peur. Puis là, c'est étrange parce que j'utilise du gaz propane dans mon van. J'ai toujours eu peur du gaz propane. J'ai jamais aimé ça, la bonbonne, comment on règle ça, aller remplir ça. Ça a toujours été une inquiétude pour moi. OK, oui. Mais là, depuis la van life, t'es plus à l'aise. Oui, on le fait tranquillement, on fait ça. Puis des fois, on fait des ouf, ça lève d'un coup. Là, bon, OK.
As-tu comme un go-to portatif? Tu parles de van life, ça me fait penser. Ouais. As-tu comme un go-to portatif, genre baguette? Comme est-ce qu'il y a quelque chose que tu faisais souvent c'est dans sûr le que... facile? Ben oui, dans la van, là, comme si je suis en route, puis ou tu sais, quelque chose de très rapide, ou on va dans un parc, quelque chose comme ça, facile. Ben, tu sais, un petit plateau de charcuterie, un fromage, une baguette, c'est gagnant, là. Ça fait très français, mais j'ai souvent fait ça, autant en Europe qu'ici. Mais sinon, j'aime bien, j'aime bien les arachides. Moi, c'est un petit truc comme rapide. Puis aussi faire beaucoup de recettes avec du beurre d'arachide. J'adore le beurre d'arachide. Je sais qu'il y en a qui sont allergiques. Là. Moi, dans mon cas, je ne suis pas allergique, donc je l'utilise abondamment. Des fois, des vinaigrettes au beurre d'arachide aussi. Là. Ah oui, hein? Ah oui. J'oublie, moi, d'utiliser le beurre d'arachide dans des recettes. Honnêtement, j'utilise des fois avec mes pommes ou... mais j'oublie. Ben, pour faire un peu plus comme justement asiatique, la cuisine thaï, entre autres, va utiliser souvent le beurre d'arachide. Puis là, on va jouer avec justement les 5 saveurs. Là. Donc, tu sais, le sucré, le salé, les acides et tout ça. Donc, on mélange ça ensemble. Puis c'est ça qui fait toujours des bonnes recettes. C'est quand que dans un plat, on peut avoir la combinaison des 5 saveurs. Et bien sûr, le umami, là, je pense qu'ils l'appellent en Asie. Là, donc, c'est ça. Mais c'est là qu'on découvre. C'est là que la bouche nous remercie d'avoir cuisiné ça. Là. Mais les saveurs, moi, je suis quelqu'un de saveur. Je suis pas quelqu'un de texture. Donc, moi, j'aime pas particulièrement mastiquer ma nourriture. Il faut le faire là, pour bien la digérer. Mais moi, j'aime goûter les choses. J'aime découvrir par justement la saveur qui voyage dans la bouche, tout ça. Là, ça, c'est un bonheur. Donc, le vin aussi ou plutôt juste la nourriture? Est-ce que non, le vin aussi. Le vin, les bières, les alcools, les spiritueux, n'importe quoi. Là, comme, même des fois aussi les mocktails qu'on appelle, les cocktails sans alcool, tout ça. Jouer avec les saveurs, puis de sortir du sentier battu que des fois, on pense souvent on peut pas mélanger telle chose avec une autre. Comme je donne toujours l'exemple... T'es toujours rebelle! Ah, ben oui! Mais tu donnes toujours l'exemple de manger des frites avec de la crème glacée. Les gens disent « Ah! » Je dis « L'as-tu déjà fait? » Non, jamais. Oui, mais c'est justement, là, pour ne pas le nommer, je le nomme, là, McDonald's, tu prends des frites, tu mets ça dans ton McFlurry. Les gens vont dire « Ah! » Mais c'est sucré-salé. C'est ça, sucré-salé. Ouais. C'est ça qui est intéressant. Mais je pense pas que je veux apprendre ce truc-là. Parce que... Ça, c'est correct, c'est correct. Mais aussi, c'est ça, des fois, c'est en faisant des erreurs aussi de cuisson, en faisant des erreurs de proportion, c'est là qu'on découvre de nouvelles choses. Parce que, tu sais, on le sait, quand j'écoute beaucoup de découvertes culinaires sur YouTube et autres, et beaucoup en Asie, justement, un restaurant au Japon, et le chef est là, puis il y a 5 plats pour ses saveurs, justement. Il y a sa sauce piquante, il y a sa sauce soya, puis tout ça, puis il fait ses mélanges. C'est 5 trucs de base. C'est ça qu'il fait pour tous ses plats. Tous ces plats sont faits à partir de 5 épices ou 5 mélanges. C'est comme ce qui est comme l'huile, la grume. C'est ça, il va jouer avec ça, puis en fonction de s'il fait par exemple un sauté, un pad thai ou quelque chose d'autre. C'est pas un pad thai au Japon, mais bon, on comprend. Mais il va mettre comme 2 cuillères, 2 louches de un, il va faire une demi-louche de l'autre, puis ça va faire ses sauces comme ça. Puis ça, là, on n'a pas besoin d'être compliqué, on n'a pas besoin d'avoir comme on dit, un éventail d'épices, de 40 épices différentes. C'est pas nécessaire, ça. Non. On va avec la base. La base. Puis est-ce que tu es plutôt planifié? Est-ce que tu planifies ou est-ce que tu y vas au pif? Jamais. C'est pour ça que c'est toujours difficile pour moi d'arriver à l'épicerie. Parce que je vais acheter toujours les mêmes choses. Puis j'arrive à la maison, ça me tente, je vais me faire un sauté de telle chose. Je vais mettre des spaghettis dans mon sauté. L'autre semaine, non, je fais pas, je vais faire justement une salade. Donc, un sauté de légumes sur une salade. Mais j'y vais selon ma volonté. Sauter de légumes sur une salade, c'est une excellente idée. Oui, c'est super simple. Ça se fait, c'est là justement les légumes grillés. On voit souvent ça, mais sauter de légumes. Puis là, on fait justement la sauce soya, des choses comme ça. C'est merveilleux. Moi, j'adore. Tu as le goût. J'adore cuisiner aussi. Mais avec 2 enfants, là. Puis c'est dans les croquettes. C'est les croquettes, mais pas les croquettes, mais les croquettes et les frites, là. Moi, j'ai découvert le air fryer, fait que ça, c'est vraiment, pour les enfants, c'est fantastique. C'est bon aussi pour, au niveau santé, c'est beaucoup mieux que dans de l'huile pure. Oui, mais ça, c'est définitivement...
quelque chose, là. Tu sais, c'est les recettes plus de base, le macaroni. Ouais. Mais moi, j'aime les petits parts de sauter sur une salade. Je serais comme yum, yum! Ouais. Ah oui. Après la pause, j'aimerais qu'on aborde tes projets de doctorat. Est-ce que ça t'intéresse? Ben oui, certainement. Vous savez, François a commencé son doctorat, puis j'aimerais en cinéma. Ouais. Et il va pouvoir nous en parler de façon beaucoup plus intelligente que moi. Donc, après la pause, on va justement se pencher sur son nouveau cheminement pour compléter son doctorat. Après, c'est le message. À la prochaine émission Promenade dans le temps, je vous invite à découvrir le cimetière historique Notre-Dame d'Ottawa, qui est le plus important cimetière catholique de la capitale, ainsi que le magnifique pavillon Tabaret, qui est le symbole de l'Université d'Ottawa depuis plus d'un siècle. Promenade dans le temps, mardi 19h30 sur TV Rogers. Viens que je te raconte, dimanche 21h sur TV Rogers. François a beaucoup de projets. Il fait une émission à TV Rogers, un travail. Et là, on parle de la van life et maintenant, on parle de ton doctorat que tu entames très bientôt. Oui, dans quelques semaines. Qu'est-ce qui t'a donné le goût de faire un doctorat? En fait, c'est ça. Donc, pour me mettre un peu de recul, j'ai fait mon baccalauréat, je l'ai terminé il y a 20 ans et des poussières. Et des poussières. Et des poussières. Et j'ai commencé ma maîtrise à temps partiel lorsque je travaillais à l'Université d'Ottawa. Je l'ai fait de 2013 à 2019. Je me souviens encore lorsque mon directeur de thèse a dit « Ouais, mais François, le doctorat, ça te tente-tu? Jamais plus je ne ferai de la recherche. » Et là, cet automne, par pur hasard, j'ai dit, je vais prendre un cours de philosophie sociale. Donc, je me dis, je vais me remettre un peu là-dedans, voir est-ce que ça me tente. Puis là, je l'ai pris comme auditeur libre, donc pas d'obligation, juste participer aux rencontres virtuelles, puis discuter avec les gens de différents sujets philosophiques et tout ça. Puis j'ai dit, OK, ça, c'est pas pire. En janvier, parce que justement, mon ancien directeur de thèse, il me contacte, il dit, François, je suis pas certain que mon cours va se donner. Ça te tente-tu de suivre mon cours pour s'assurer qu'il y ait suffisamment d'étudiants? Je dis, oui, ça va. C'est un cours sur le cinéma queer qui était en poursuite. La moitié des films qu'on allait voir dans le cours, je les avais étudiés ou je les avais vus dans le cadre de ma maîtrise. Donc j'ai dit, oui, pas de problème, Florian, j'embarque. J'ai fait ça, puis ça faisait 2 semaines que le cours était commencé. J'ai dit, ah non, il faut que je refasse ça. Il faut que je me relance dans la recherche. Ça t'a donné le goût. Ah oui. C'est comme... Là, j'ai dit, OK, je me plonge. J'avais déposé ma demande, tu sais, mais un petit peu comme on dit, plan de secours, deuxième idée, on ne sait jamais qu'est-ce qui arrive, tout ça. Puis là, en fait, non, ça me tente. Là, je me lance. Puis là, c'est ça, j'ai suivi ce cours-là. Cet été, j'ai suivi un autre cours dans l'objectif d'augmenter ma moyenne parce que je veux avoir des bourses externes. Puis là, j'ai pas pu avoir de bourse pour cette année. Donc, en tout cas, grande histoire. Mes parents ont décidé de m'appuyer, de dire, je vais payer une
nous allons payer tes frais de scolarité pour la première année. J'ai dit, oh, merci, parents, merci. Et là, c'est ça, je commence en septembre parce que c'est ça, comme étudiant au doctorat, on ne peut pas travailler en même temps, on ne peut pas travailler à temps plein en même temps qu'on étudie. Ce qui fait en sorte que le budget, là, est assez... À la limite, c'est pas ce que tu es habitué, tu sais. Ben non, c'est ça. Moi, j'ai toujours travaillé. Mais en même temps, là, je vais être à temps plein dans ma recherche, à temps plein dans mes cours, chose que j'ai pas fait depuis 20 ans, là. Ça fait 22 ans que je n'avais pas étudié à temps plein comme étant ma principale occupation. Ça, j'ai super hâte. Donc, pour revenir un peu à... Donc, pourquoi j'ai voulu faire ça, c'était cette idée-là. Et maintenant, ensuite, là, parce que peut-être il y a des gens, j'en ai peut-être déjà parlé à ton émission, j'ai fait dans ma jeunesse... Oui, tu as fait du cinéma, on en a parlé. Oui. Donc, j'ai fait un film de zombies avec mon petit frère. Oui. Et en fait, ça va être mon sujet de base pour ma maîtrise, mon doctorat. OK, explique-moi ça. Ma thèse va se porter sur la représentation des groupes survivalistes dans des films post-apocalyptiques. Donc, là, bien sûr, des groupes survivalistes, des films post-apocalyptiques, c'est pas seulement des films de zombies, mais il va y avoir un bloc de films de zombies, il va y avoir un bloc de menaces nucléaires, il va y avoir d'autres blocs comme ça. Mais est-ce qu'après la pandémie, on peut... OK, je ne vais pas tout lier à la pandémie, là, mais ça a été tellement dévastateur, globalement. Oui. On se sent comme un peu comme si on était dans un apocalypse. Oui. J'exagère peut-être un peu. Non. Mais il va y avoir des concepts, des phénomènes. Ça va influencer le cinéma, non? Certainement. Puis on le voit déjà. On voit aussi, comme le réchauffement climatique, on voit des choses dans notre vie qui ont certainement influencé le cinéma depuis l'an 2000. On voit le cinéma avant l'an 2000, puis le cinéma post-2000. 2000 ou 2020? Niveau... Tu veux dire 2020 ou 2000? Non, 2000, oui. Parce que 2000, ça devait être la fin du monde. Oui, bien, il y a eu ça, effectivement. Puis après, ils ont eu 2009, 2011, 2013. Il y en avait où 2 ans, il y avait la fin du monde. Mais qu'est-ce que je veux dire là-dedans, c'est qu'il y a eu un changement d'orientation dans nos films, dans les films post-apocalyptiques. Comme les films de zombies aussi sont plutôt comme « OK, là, les gens réagissent pas ». Par exemple, la ligne de pensée, c'est comme on le voit avec Walking Dead et tous les autres. Là, ça devient grave. Là, les gens ne réagissent pas, la société ne réagit pas, ne fait que subir. Et à cause de ça, les zombies sont partout. Comme, tu sais, on prend souvent la trame narrative d'un film de zombies, ça va être ça. Parce que les gens sont un peu comme des moutons dans un troupeau, puis ils suivent tout bonnement, ils vont. Ils sont pas allumés. Ils sont pas allumés. Les gens sont éteints un peu. Ça, c'est pour les films de zombies, mais aussi les menaces nucléaires, les guerres et tout ça. Donc, je veux voir comment on représente les groupes survivalistes. Donc, il arrive un événement dans le film qui transforme fondamentalement la vie des gens. Il y a un héros là-dedans. Puis là, c'est ça. Il y a un groupe. Ce groupe-là, qui se démarque? Est-ce que c'est tout le groupe qui va devenir tour à tour des héros, donc des leaders? Ou si c'est non, il y en a un seul, puis est-ce que c'est un bon leader? Est-ce que c'est un leader qui est négatif? Est-ce que c'est un leader qui ne veut que sa survie puis qui se fout un peu des autres? Mais souvent, c'est un leader qui veut la survie du monde, de la planète, et de voir c'est quoi les caractéristiques de ce leader-là, des interactions. OK. C'est fascinant. Ouais. Quelle était ta maîtrise? Peux-tu nous parler un peu de ça? Oui, ma maîtrise, c'était sur la représentation des relations triangulaires au cinéma français. Donc, relations triangulaires, ça se définit comment? C'est qu'au lieu d'être un couple, c'est un trouble. Donc, il y a 3 personnes au lieu de 2 personnes. Et pour moi, c'est important, on ne parle pas d'un rapport sexuel. On parle d'une relation de cohabitation. On parle de gens qui habitent ensemble, qui ont des sentiments partagés. On parle pas uniquement d'un acte sexuel. Ça, c'est plate, en fait. Il n'y a pas d'intérêt, là. Ça, on appelle ça du porno. Ça, c'est pour un autre sujet. Oui, c'est pas ça. Moi, c'est le sujet sociologique qui est intéressant, c'est de voir comment ils réagissent les 3 ensemble. Et encore là, est-ce qu'il y en a un qui mène le groupe? Ou est-ce que les gens, les rapports de force sont partagés? Est-ce que c'est un lien nécessairement d'amour sans être sexuel? Est-ce que c'est un lien nécessairement d'amour? Oui. Ou est-ce que ça peut être un lien, par exemple, un couple avec la sœur d'un des 3? Comme est-ce que les... Bien, dans les films que j'ai évalués, il y avait 3 films, puis c'était des gens qui avaient un rapport amoureux. Intime, il y avait un rapport intime.
le sexe était là, oui. Des fois, il était sublimé, il n'était pas nécessairement montré, ça ne dérange pas. Mais il y avait vraiment un intérêt amoureux là-dedans. Okay. Tu regardes, est-ce que tu regardes le triangle, les mutualités, exactement. Les combinaisons? Oui. Là, c'est ça, je retournais à des vieux écrits, justement, les rapports triangulaires dans les d'autres écrits. films. Donc, est-ce qu'on a évolué en tant qu'espèce humaine dans notre façon de voir? là, on embarque dans une composante anthropologique. Oui, je suis absolument. pas un expert en anthropologie, mais je peux dire que oui, il y a eu une certaine évolution, mais la représentation au cinéma n'a pas tant évolué que ça. Il n'y a pas fondamentalement une plus grande ouverture. Il l'a un peu, mais pas tant que ça. Comme on recule aussi loin de Jules et Jim, qui est un film des années 60, qui est super intéressant là-dessus, mais qui démontrait déjà ce rapport-là. Donc, il y avait, puis là, j'oublie les noms, là, mais il y avait l'amoureuse au début qui était avec soit Jules, et après elle est allée avec Jim, mais il y a eu ce triangle-là, mais qui était un triangle de pivot qu'on appelle. Donc, il y avait une personne au centre qui, tour à tour, va avec un ou va avec l'autre. À d'autres moments, c'est comme il y a une dynamique triangulaire qui est vraiment constante. Puis ça, dans un des films aussi, puis là, c'est ça, je suis allé dans un des films, c'est Wild Side de Sébastien Lifshitz. Et ça, vraiment, on a un super beau triangle, amoureux, respectueux. C'est pas de l'adultère, là. Ah non, c'est ouvert dès le départ, mais à la base, c'est un couple. Il y avait un couple, mais aussi, là, c'est ça, c'est un film qui représentait aussi beaucoup la communauté queer. Il y avait une femme transgenre, il y avait tout ça, là, comme on mélangeait beaucoup de choses. Donc, peut-être parce que le cinéma était déjà très queer, qu'on avait, c'est ça, les modèles sont fluides, tout à fait. Mais alors que, bon, il y avait un autre film, c'était Les chansons d'amour de Christophe Honoré. Bien, Christophe Honoré, lui, il est plus grand public, donc c'était plutôt léger. C'est un petit film comédie musicale et tout ça. C'est intéressant, mais il n'y a pas de grande révolution là-dedans. Et le troisième, c'était À trois, on y va. Hein? Très beau titre. Oui, bien, c'est là. Et ça, c'était hyper léger. C'était léger, mais en même temps, il y avait toute cette belle structure-là, une belle relation égalitaire, tout ça, puis une relation basée sur la confiance. Donc ça, c'est super intéressant. Ça a été seulement 3 films. Ça, c'est pour la maîtrise. Puis là, pour le doctorat, j'espère regarder environ une 50aine de films. Donc, on parle vraiment d'un travail aussi en substance, là. Donc, on va aller dans le détail, on va aller dans... Et c'est vraiment dans tout ce qui est les survivalistes. Quand tu parles d'un ère apocalyptique, tu te lances dans quoi, là? On parle de quoi, là? Les désastres? Oui, désastres naturels. Par exemple, ils appellent ça le fameux nuage atomique. Ça peut être aussi un astéroïde qui rentre sur la Terre, ça fait un nuage de poussière. Puis là, à cause de ça, bien, toute la vie est éteinte. Mais là, il y a un groupe qui est dans une grotte, par exemple. Là, eux autres, ils survivent parce qu'il y avait une plante, justement, juste à côté, puis ils ont mangé ça pendant des mois. Est-ce que c'est des films qui t'intéressent, comme de base? Oui, c'est sûr qu'il faut qu'il y ait un intérêt pour ça, parce que sinon, on fait pas... On consacre pas 5 ou 6 ans de sa vie pour quelque chose qui nous intéresse pas à la base. Et pourquoi? Qu'est-ce qui te fascine? Bien, en fait, moi, ce qui me fascine, c'est cette intersection-là entre la sociologie, l'anthropologie et la communication, le cinéma. C'est donc de voir comment on met en scène des groupes, puis comment qu'on décide de dire est-ce que ce sont des groupes qui... est-ce qu'on les présente positivement, est-ce qu'on les présente comme étant des gens défaitistes? Donc, il y a tout cet aspect-là. Je pense que c'est... Même si le cinéma n'est pas un reflet pur de la société, le cinéma est certainement influencé par notre société. Donc, il y a cette osmose-là, ce partage. Tu parles comme ça, puis j'ai comme l'impression, je vois, pendant que tu parles, je vois des représentations je le visualise dans ma tête. Puis on dirait, puis là, je fais une généralisation, mais c'est intéressant de voir parce que ton analyse, mais je vois tout le temps un personnage un peu plus genre inusité, tu n'aurais pas pensé que cette personne-là... puis là, tu vois les gens en pouvoir qui ne prennent pas ce rôle-là. Je pense qu'on voit souvent cette dynamique-là. C'est comme
un jeune peut-être caché dans le coin qui est comme sur la technologie, tu sais, j'exagère, mais qui va pouvoir sauver le monde, là, tu sais. Tout à fait, puis là, t'as comme les gens au pouvoir qui prennent des décisions, qui font pas... En tout cas, on regarde, on va juste prendre cet exemple-là, le film Terminator. Oui. Ça avec John Connor et tout ça, bien là, on voit, ça, c'est un film post-apocalyptique. Dans le futur, c'est des robots. Et là, il y a un robot qui revient, le Terminator, qui revient pour justement sauver John Connor quand il est plus jeune. Donc, il y a tout ça, c'est comme un bon exemple, justement, de le jeune qui, en 1990, était vraiment jeune, mais là, plus tard, à cause de cette possibilité-là, bien là, parce qu'il a vécu l'année 90, il a été sauvé, bien là, il devient le rebelle par excellence. Exact. Tu parles de robots. Moi, ce qui me vient en tête quand tu dis ça, je pense à l'intelligence artificielle. Et là, quand ça va être la différence entre l'humanité, la conscience, les lignes, tout ça. Et c'est maintenant, là, c'est pas dans le rêve, là. Non. Ça existe, c'est un enjeu. Oui. Puis, comme on dit, les humanoïdes, c'est un peu ça, bien, ça l'est, là. On vit là-dedans. Et puis ça, c'est un autre sujet. Tu me réinviteras. On va parler de l'intelligence artificielle. Ça a été le sujet du cours que j'ai fait cet été. Et c'est terrifiant comment on est... Là, je sais, j'ai l'air d'un gars défaitiste, là, mais comment on est accroché à nos montres, on est accroché à nos téléphones, puis comment que les grandes sociétés informatiques contrôlent tout de nous, puis on leur donne du matériel, on leur donne nos photos Instagram, puis avec ça, ils font de l'argent. Mais là, c'est comme là, j'embarque sur quelque chose. Non, mais c'est intéressant. Mais il faut y penser, il faut en parler. Oui. Parce que faut conscientiser. Il faut se conscientiser. Il faut conscientiser aussi les gens autour de nous. Je pense aussi pour nos enfants. Bien sûr. C'est parce que là, on vit d'une certaine façon. C'est comme arriver vite, là, tu sais. Puis je pense que c'est super intéressant. Oui, tu vas revenir? Oui, certainement. On va en parler parce que c'est peut-être en studio. Ça sera oui. On va voir si l'été dure tout l'automne, peut-être. On va rester. C'est vrai qu'il va faire chaud. Il va quand même faire chaud cet automne, supposément. Oui, on l'espère. On l'espère. Oh là là, j'ai pas entendu juste vérifier. Je pense qu'on termine. Excuse-moi. On est en direct, puis il nous reste 1 minute. Merci. Non, mais je veux pas dire bye si c'est pas le temps de dire bye. Là, tu vas commencer ton cours là, dans quelques semaines. Oui, dans quelques semaines, début septembre. Puis là, je retourne justement là, à quelques pas d'ici, à l'université. Puis c'est quelque chose qui... ça me terrifie, puis en même temps, ça me fascine. Là, j'ai comme cette ambivalence de sentiments face à ce projet-là. Puis mes parents, ils m'ont dit « Mais pourquoi tu fais ça? C'est pour avoir un meilleur salaire? » J'ai dit « Non, c'est parce que ça me tente de faire de la recherche. » Puis je pense que c'est important, ça. C'est ça maintenant. Il faut faire les choses. Tu à un âge, c'est ton choix, là. C'est parce que ça te tente. Là. Oui, exactement. Ça. Bravo, félicitations. Ben, merci. Ça prend du courage de faire ça, puis ça prend... tu es capable. C'est pas une question d'habileté, c'est une question de vouloir mettre le temps et tout ça. Je veux te suivre là-dedans. Félicitations. Merci d'avoir été là ce soir. Avec grand plaisir. Oh là là, écoutez, un gros merci à François. Un gros merci à vous d'avoir été là avec nous. Si vous ne nous avez pas regardé en direct, vous pouvez aussi nous regarder sur YouTube. Partagez l'émission, ce serait le fun. Partagez vos commentaires. Si c'est un sujet qui vous intéresse, si vous voulez en entendre encore parler, on va réinviter François sur le plateau. Sur ce, je vous souhaite une très, très belle semaine. Ottawa, je t'aime. Merci à toute l'équipe technique et aussi à la Ville d'Ottawa. Merci à vous tous. Bonne semaine à tous. Ciao, ciao! Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. À partir du mois de juillet, nous vous présenterons une série d'émissions spéciales d'entre nous qui mettra en vedette vos chroniqueurs préférés.
Ils viendront tour à tour vous informer sur les plus récents sujets tirés directement de l'actualité. Vous passerez 30 minutes en compagnie de Ginette Gratton, Jean-Paul Moreau, Jean-François Souriol, Chantal Vallerand, Nathalie Coutou et plusieurs autres. Un rendez-vous à ne pas manquer. Entre nous, en semaine, 11, 18 et 22 heures sur TV Rogers. Puis, c'était le fun? We are now, remember what was the